Merci de regarder RTI 1. Bonsoir à tous. Ce soir, dans l'actualité, le président de la République s'est entretenu ce mercredi avec son homologue éthiopienne, Madame Saleh Work Zewde, présente à Abidjan dans le cadre du forum sur l'investissement en Afrique. Le chef de l'État a aussi échangé avec le tout nouveau ministre des Affaires étrangères du Tchad. Ouverture à Abidjan de l'édition 2022 du Forum pour l'investissement en Afrique. La rencontre initiée par la BAD a ouvert ses portes ce mercredi. Une ouverture officielle en présence du vice-président de la République et des présidents du Ghana, de l'Éthiopie et du Zimbabwe. C'est une rencontre qui vise, entre autres, l'exploitation des approches du gouvernement ouvert en vue d'un renforcement de la prestation des services publics. Présent à Marrakech, le président de l'Assemblée nationale a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en la matière. Adama Bictogo a mis l'accent sur les meilleures pratiques dans le domaine de l'innovation numérique, l'accès à la justice et la participation civique. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. La présidente de la République fédérale d'Éthiopie est à Abidjan. Madame Saleh Work Zewde a été reçue par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On regarde le compte-rendu de Viviane Aïma. Présente à Abidjan dans le cadre de la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique qui s'est ouvert ce mercredi 2 novembre, la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Saleh Work Zewde, a été reçue ce mercredi même au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État et son hôte se sont entretenus des relations entre leurs deux pays. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avons le grand honneur de recevoir Madame la Présidente de la République fédérale d'Éthiopie, qui est une amie de notre pays et une amie de la sous-région, qui connaît bien notre sous-région, parce que quand elle était ambassadeur au Sénégal, moi j'étais gouverneur. Donc c'est une amie qui nous rend visite. Et, Madame, je suis très honoré que vous ayez pris le temps à l'occasion de ce forum organisé par la Banque africaine de développement, de venir nous saluer. Merci beaucoup, Madame. Merci. Monsieur le Président, c'est un honneur et un plaisir à chaque fois renouvelé que d'être à Abidjan, que je connais depuis 3 décennies, et vous-même, presque de la même période. Je suis venue dans le cadre du forum pour les investissements organisés par la BAD, pour porter le message que l'Afrique est prête à attirer des investisseurs d'une façon générale, et l'Éthiopie aussi en particulier, parce que même au milieu de nombreux défis, il y a toujours des opportunités. Et c'est sur cela que nous voulons capitaliser, puisque la paix, la sécurité et le développement, finalement, ne font qu'un. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là pour apporter notre soutien et pour aussi plaider les possibilités que nous avons dans notre pays. Je ne pouvais pas venir à Abidjan sans vous rendre visite ici chez vous au palais présidentiel. C'est un immense plaisir et merci d'avoir eu le temps pour me recevoir. Nos relations sont de longue date et continueront ainsi. Vous pouvez compter sur notre détermination et nous œuvrerons pour les consolider davantage, vu maintenant avec la ZLECA et tout ça, qu'il nous faut un échange intra-africain beaucoup plus intense. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et j'espère vous revoir bientôt. Élu au suffrage indirect pour un mandat de 6 ans, l'Éthiopie étant un régime parlementaire, Saleh Work Zewde est depuis le 25 octobre 2018 présidente de la République fédérale d'Éthiopie. Également présent à Abidjan, le chef de l'État ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, a aussi échangé avec le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu complet de Jérôme Kofi Aboula dans nos prochaines éditions d'information. Passé les difficultés économiques liées à la Covid-19, plusieurs chefs d'État prennent part à Abidjan à la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique. Ce mercredi, c'est le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, qui a ouvert officiellement les assises. Le point de la rencontre avec Viviane Aïma.
Après 2 précédentes éditions organisées en Afrique du Sud, Abidjan a été choisi pour abriter la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique qui s'est ouvert ce mercredi 2 novembre pour refermer ses portes le 4 novembre prochain. Ainsi, pendant 3 jours, gouvernants et opérateurs économiques du continent africain discuteront affaires avec des investisseurs internationaux et des grands groupes bancaires et effectueront des transactions. C'est l'objectif de ce forum initié par la Banque africaine de développement et son président, Akinwumi Adesina. Cette 3e édition enregistre d'ailleurs la participation de 8 grands groupes bancaires internationaux de développement. À la cérémonie d'ouverture ce mercredi matin, on notait la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui sont des acteurs clés du développement de leurs États respectifs. Les présidents du Ghana, du Zimbabwe, de l'Éthiopie, les vice-présidents du Libéria, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, les premiers ministres du Mozambique, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, ainsi que celles de nombreux opérateurs privés. C'est dire l'importance stratégique de ce forum d'investissement pour le continent africain. Confrontés à un environnement économique mondial et des marchés de capitaux des plus difficiles, les pays africains ont plus que jamais besoin de ressources importantes pour financer les projets transformateurs à même de bâtir leur résilience et leur durabilité. Et ce, dans tous les secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'énergie, la sécurité, les infrastructures et j'en passe. Cela revêt à la fois un enjeu stratégique de souveraineté, de stabilité et de relance économique. Promotrice de l'investissement sur le continent, la Banque africaine de développement. Son président a vanté le partenariat gagnant-gagnant qu'offre aujourd'hui l'Afrique aux investisseurs. Nous sommes ici pour vous envoyer un message très fort à vous, investisseurs. Nous allons atténuer les risques des investissements. Nous syndiquerons des financements autour de ces investissements. Nous soutiendrons vos investissements de bout en bout, des salles de transaction, la facilitation administrative, jusqu'au lancement de vos projets. Vous devriez avoir confiance en l'Afrique. L'Afrique n'est pas aussi risquée que l'on le croit. La perception n'est pas la même chose que la réalité. Les chefs d'État et de gouvernement africains se joindront à vous, les investisseurs, dans les séances en salle de transaction, comme PDG de leur propre pays. Représentant le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président Konétié Moko Mélié a ouvert officiellement cette 3e édition avec la note d'espoir qu'elle enregistre une mobilisation de fonds plus importante que lors des 2 éditions précédentes. La présence des chefs d'État et de gouvernement à cette rencontre, aux côtés des différents investisseurs africains et internationaux, est l'une des preuves de notre détermination à créer ensemble un environnement économique favorable à la réalisation des investissements nécessaires pour accélérer la transformation du continent africain. Après les 2 premières éditions qui ont permis d'identifier un portefeuille de transactions évalué respectivement à 46,9 milliards de dollars US et 67,7 milliards de dollars US, nous espérons franchir la base de 100 milliards de dollars lors de cette 3e édition. Les différentes interventions ont fait place à un panel d'ouverture qui a réuni sur un même plateau les présidents du Ghana, du Zimbabwe et de l'Éthiopie. Autre sujet très important de ce rendez-vous de l'investissement sur le continent, l'autoroute Lagos-Abidjan ou encore Abidjan-Lagos. À ce jour, près de 15,6 milliards de dollars d'intérêts d'investissement ont été obtenus pour la construction de cette ligne. Une ligne qui devra assurer plus de 75% des échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest en contribuant à stimuler la croissance, le commerce et les investissements dans la région. En marge de l'ouverture du forum, le Premier ministre Patrick Achi a pris part à une séance de travail aux côtés du président ghanéen. Les échanges ont porté sur le point clé de l'emplacement du secrétariat du projet et c'est la Côte d'Ivoire qui a été désignée pour accueillir l'infrastructure. Sur le sujet, je vous propose d'écouter la réaction du chef du gouvernement. Cette décision est extrêmement importante parce qu'à partir de ce moment-là, tout va aller très rapidement
les équipes vont se mettre en place. Et je crois que dans quelques années, nous aurons le bonheur d'inaugurer cette autoroute, l'une des plus importantes du continent africain, qui représente près de 75% des échanges de la CEDEAO et qui va être certainement un des actes économiques les plus importants qui a été pris au cours de ce dernier cinquantenaire. Donc nous sommes extrêmement heureux que cette décision ait pu être prise et bien sûr nous remercions tous les chefs d'État qui sont tout au long de ce tronçon, qui ont bien voulu localiser cette structure à Abidjan. Et je vous le disais également en ouverture de cette édition, le président de l'Assemblée nationale est au Maroc, à Marrakech. Adama Bictogo a pris part ce mercredi à la journée parlementaire de la réunion régionale Afrique au Moyen-Orient. La rencontre était consacrée au partenariat pour un gouvernement ouvert. Adama Bictogo a présenté les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire pour renforcer la bonne gouvernance. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux, Mahama Traoré et Adama Sangaré. À la réunion régionale Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert, les panels s'enchaînent. Les échanges sont essentiellement focalisés sur les thèmes de la transparence et de la bonne gouvernance, deux notions chères aux parlementaires dont l'implication dans la mise en œuvre du partenariat pour un gouvernement ouvert se veut essentielle. Dans nos différents pays, et cet agenda évidemment requiert plus de coordination, plus de synergie, plus de partenariat. Chers collègues, nos objectifs en matière de gouvernement ouvert peuvent être plus aisément atteints si une action est menée pour faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Cette idée de vulgariser le numérique est vivement soutenue par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'amélioration du cadre sanitaire de nos États, l'économie numérique peut, par le système numérique, intervenir dans le diagnostic des maladies, nonobstant les distances qui nous séparent dans nos États. L'économie numérique peut intervenir dans la formation professionnelle. Il est plus que jamais important que l'économie numérique devienne une vraie richesse pour l'Afrique, mais c'est surtout une opportunité. C'est pour cela que, pour notre agriculture, à travers donc l'instrument numérique, nous pouvons former nos jeunes à l'agriculture. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ne manque pas de rappeler les efforts consentis par son pays en faveur du partenariat pour un gouvernement ouvert. L'expérience de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre des deux premiers plans OGP Côte d'Ivoire, notamment ceux de 2016-2018 et de 2018-2020, a conduit à l'adoption de réformes et la réalisation d'actions concrètes telles que la participation de représentants de la société civile dans l'élaboration du budget, la conception et la réalisation du budget citoyen, l'élaboration du budget participatif dans quelques localités, la mise en place de sites en ligne de dénonciation des actes de corruption, notamment la plateforme Spatia. Et Adama Bictogo de souligner la responsabilité des parlementaires dans la réussite de ce plan, responsabilité découlant notamment de leur mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Retour à Abidjan avec les femmes diplomates et ambassadeurs qui renforcent leurs capacités. 3 jours durant, elles seront formées en négociation et en médiation dans les règlements de conflits. Une session de formation organisée par ONU Femmes et le ministère des Affaires étrangères. Un reportage de Laure Goretti commenté par Éric Goré. Négociations internationales et médiation dans les questions de règlement de conflits. Les femmes veulent changer la tendance. Illustration avec ces diplomates et ambassadrices de Côte d'Ivoire qui renforcent leurs capacités en la matière. À travers cette formation, l'ONU Femmes entend amener ces femmes à s'intéresser davantage à la médiation et au règlement de conflits. Nous voyons beaucoup de femmes médiatrices au niveau communautaire. On nous flatte énormément en disant que les femmes, ce sont des mamans de la nation. Ce sont celles qui donnent naissance et donc ce sont celles qui sont plus douces et qui sont à même de prévenir les conflits. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas présentes aux tables de négociation. Prenant la parole au nom de Kandia Kamisoko Kamara, le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, donne le sens de cette formation. Le présent atelier
s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, intitulée « Femmes, paix et sécurité », dont le but ultime était de répondre à la question fondamentale relative à la mise en place d'arrangements institutionnels efficaces. L'État de Côte d'Ivoire a entrepris plusieurs réformes législatives, réglementaires et institutionnelles avec pour résultat à court terme d'obtenir une société plus égalitaire, plus solidaire et plus inclusive. On se penche maintenant sur le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 7 nouveaux cas de Covid-19 sur 357 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 6 guéris et 1 décès. À la date du 2 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 788 cas confirmés, dont 86 946 personnes guéries, 828 décès et 14 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 643 718. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le gouvernement apporte sa compassion aux familles des victimes des pluies diluviennes de la semaine dernière à Samo. Un brin de compassion également à Koumassi, campement où plusieurs membres d'une famille ont été retrouvés morts. Aux sinistrés, Miss Belmondo Dogo a offert près de 5 millions de francs CFA de vivres, de non-vivres et en numéraire. Le témoignage de Jean-Marie Djadji. Village de Samo, à l'est de la ville de Bonois, dans la région du Sud Comoé. Ici, 84 familles ont répondu à l'appel de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo. Ces ménages sont victimes des inondations dues aux pluies diluviennes survenues le mardi 25 octobre 2022 à Samo. Après des échanges, ils reçoivent de la part du gouvernement plus de 3 000 lots de vivres et de non-vivres et un soutien financier de plus de 2 500 000 francs CFA. C'est un acte de haute portée ressenti comme tel par les sinistrés et que nous admirons tous. Car ce n'est pas seulement le support matériel des dons qu'il faut retenir, mais encore le principe même de solidarité. La ministre Belmondo Dogo a réitéré la compassion du gouvernement tout en leur prodiguant des conseils. Recevez mes salutations chaleureuses et le yako fraternel du gouvernement pour ce que vous avez vécu du fait des pluies diluviennes. Si nous avons des zones ici à Samo qui ont été définies comme des zones à risque, je vais vous demander de quitter ces zones-là. Cap est mis sur la commune de Koumassi. Au quartier d'Ivo, la ministre est venue réconforter la famille des défunts Adi Ami et enfants retrouvés morts le vendredi 28 octobre dernier à Koumassi Campement. La famille éplorée réceptionne 1 300 000 francs CFA, dont du gouvernement. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé aux humbles que nous sommes. Nous sommes venus leur dire que le gouvernement sera à leurs côtés. Toute la période des obsèques, ils ont présenté des doléances, la prise en charge de l'aîné de 7 ans qui est en vie et prendre en charge l'autopsie des corps qui s'élève à 1 400 000. Nous leur avons donné l'assurance que nous le ferons. Des initiatives du ministère de tutelle sont prévues les semaines à venir pour assurer le suivi des actions de solidarité du gouvernement à l'égard de tous ces ménages sinistrés à Bonois et dans la commune de Koumassi. On parle maintenant de politique. Membre du présidium du RHDP, le président du Sénat était dans la région d'Unzi, à Dembokro, Jano Kwadio Aoussou, a rencontré les animateurs politiques et les secrétaires départementaux nouvellement élus. Il leur a demandé de faire de la région d'Unzi un bastion imprégnable du RHDP. Une correspondance de Kader Sogodogo. Jano Aoussou Kwadio, membre du présidium du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, continue sa randonnée à travers le grand centre. Il est à Dembokro. Dans cette localité, les animateurs politiques
et les secrétaires départementaux issus des urnes ont répondu massivement à son appel et sont prêts à recevoir ses orientations. Votre présence témoigne encore une fois votre volonté et votre engagement auprès des cadres, des élus et des militants de la région d'Unzi. Elle est ressentie comme un appui et un encouragement inestimable pour la mobilisation des militants de la région d'Unzi. Travailler ensemble, s'unir pour relever tous les défis à venir. Jeannot Ahoussou-Kouadio met en mission les responsables du RHDP. Le Nzi doit être un bastion infranchissable et imprenable. Parti. Pour les prochaines municipales, dans la région du Nzi, tous les postes doivent être RHDP. Des ambitions sereinement bien gérées vont nous permettre de gagner. Apprenons à nous mettre ensemble, à gagner ensemble, à gagner même en commun, que la victoire soit commune. Pour cette mission politique à Dimbokro, Jeannot Ahoussou-Kouadio était accompagné d'une forte délégation d'élus et cadres RHDP du Grand Centre. On peut citer la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi et la sénatrice Tamini Adjouango-Louise. Et les populations de la région du Ourodougou qui démontrent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Ourodougou, au nord-ouest. Exprimé récemment au cours d'une rencontre qui s'est tenue à Abidjan. Dans nos prochaines éditions, le compte-rendu complet de Grace Kando. Une délégation de la Fédération pour la paix universelle a séjourné récemment à Séguéla. La cérémonie officielle du sommet régional FPU se tenait en prélude à la tenue d'un sommet international sur la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Son président Aka Saye Lazare a appelé la population du Ourodougou à consolider la paix. Un reportage de Yeneba Ouattara avec le commentaire de Soro Corona. La FPU, Fédération pour la paix universelle Côte d'Ivoire, dépose ses valises à Séguéla, département de la région du Ourodougou. Aka Saye Lazare, président de la FPU, rencontre les populations afin de les instruire sur la nécessité de la préservation de la paix. C'est dans le cadre du sommet régional FPU du Ourodougou. Rencontre au cours de laquelle le président du Conseil de paix de la dite région a été investi en présence des autorités locales. Cette personnalité, élevée également au rang d'ambassadeur de paix, ont reçu leurs insignes dus à leurs fonctions. Tous s'engagent à travailler davantage au renforcement des acquis de la paix. Notre mission sera de sensibiliser, d'entretenir, d'organiser, d'inciter toutes les populations du Ourodougou à s'investir pour la paix. C'est à la fois un honneur et une lourde responsabilité que d'être distingué en qualité d'ambassadeur. Je crois que ça nous oblige à travailler davantage pour la consolidation de la paix. Le ministre Bouaké Fofana, lui-même ambassadeur de paix, appelle les populations à faire de la paix une seconde religion en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, qui est le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a toujours dit que la paix ne doit pas être un vain mot, mais un comportement pour les Ivoiriens. Il est allé plus loin en disant que la paix doit être notre seconde religion. Chacun de nous a une religion, quelle qu'elle soit. Mais la seule religion qui devait nous mettre ensemble, quelles que soient nos chapelles, devait être la paix. Paix, interdépendance et développement local, thème autour duquel les réflexions ont porté. Aka Saye Lazare a entretenu les populations sur les 5 valeurs fondamentales de la FPU, dont la croyance en Dieu, le vivre pour les autres et la coopération. La Fédération pour la paix universelle fait sa part. Nous sommes des vagabonds de la paix et notre pays est un pays qui est formidable, qui a des atouts de développement qui sont réels. On a un président qui travaille, qui mouille le maillot. Il est bon que nous l'accompagnions à préserver les acquis qu'il va nous léguer. Et donc, faire la paix, c'est la prévention pour que tout ce que nous avons aujourd'hui, grâce à lui, soit préservé demain. La signature de la charte et la prière des bénédictions ont mis fin à la cérémonie. 13e du genre. Ce sommet régional se tient en prélude d'un sommet international sur la paix et le développement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte plus de 3000 ambassadeurs de paix.
Plusieurs jeunes du RHDP viennent de participer à un séminaire sur la migration irrégulière, un cadre d'échange qui aura permis aux séminaristes de traiter des causes et des conséquences du phénomène qui continue de faire des victimes. Il s'agissait pour les organisateurs de tirer la sonnette d'alarme afin d'en juguler le phénomène. Le reportage de Souleymane Donissangou. Éveil de conscience sur les conséquences de la migration irrégulière et présentation de la Côte d'Ivoire comme l'Eldorado où les jeunes peuvent se réaliser sans prendre de risques inutiles. Des raisons majeures de cette rencontre du Conseil national des unions de jeunesse RHDP. Cette structure veut ainsi contribuer à la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine. La migration, c'est une mauvaise chose. On ne peut que être à l'aise que chez soi. Des gens même courent pour venir chez nous, pendant que nous, on veut aller ailleurs pour chercher quoi? Il n'y a rien ailleurs. Restons chez nous pour le développement de notre Côte d'Ivoire. Nous avons constaté dans certaines zones que les jeunes vraiment s'adonnent à cette migration irrégulière. Nous sommes venus aujourd'hui leur donner des rudiments nécessaires pour que quand ils iront au niveau de les bases, pourront aussi apporter cet enseignement-là et permettre cette sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Exhortant la jeunesse à s'engager dans la lutte contre la désinformation relative à la migration, l'expert fait des précisions. Il faut retenir que la migration n'est pas mauvaise en soi. La migration est une bonne chose, mais c'est la migration irrégulière avec toutes les conséquences négatives qu'elle entraîne et que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Affaires étrangères, notamment et la direction générale de la diaspora combat. Des Ivoiriens partaient par des voies détournées et donc en utilisant ces voies détournées-là, il y avait beaucoup de victimes. Cette rencontre d'échange et de réflexion a vu la participation de quelques jeunes migrants de retour. Un commentaire de Walter Amadou Ouattara, un mot de culture à présent après l'hommage au président de la République. Les femmes sont à l'honneur à l'Abissa. La journée de ce mercredi leur est dédiée afin de les valoriser en tant que garantes de la tradition. Nous relate ici Sachonayo. Les femmes, un pilier essentiel de la cohésion dans la société des Nzima Kotoko de Grand Bassam. Pour ce faire, chaque année, à l'occasion de l'Abissa, elles sont mises à l'honneur. Ce mercredi, la tradition est respectée. Malgré une forte pluie, les femmes sont valorisées à la place de l'Abissa au quartier français. À ma gauche, vous avez la reine-mère qui est la conseillère du roi. En fait, les décisions que le roi prend en faveur de son peuple sont le plus souvent guidées par la reine-mère, par la femme, depuis de très très longues années. La diversité et le dialogue des cultures font bon ménage au cours de cette fête. Des femmes Nzima en tenue peul et le déguisement y afférent montrent l'ouverture du peuple Nzima aux autres. Les hommes ne sont pas absents à cet hommage. Aka Kwame, ancien international ivoirien, chef d'une famille, matérialise ce soutien à cette fête. Il faut dire merci à la reine-mère et au roi pour réunir tous les Nzema. On dit que le 1er janvier, c'est pour les Nzema. Ça, c'est le 1er janvier. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour nous éclater et honorer les femmes Nzema. Ce jeudi, la journée sera consacrée au cadre. Dans l'actualité hors de chez nous, la Russie a annoncé ce mercredi 2 novembre reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Le Kremlin a en effet reçu des garanties écrites de la part de Kiev sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport. Sur Twitter, le coordinateur des Nations Unies pour l'initiative de céréales en mer Noire, le nom officiel de l'accord sur les exportations agricoles d'Ukraine, Amir Abdullah, a salué le retour de la Russie dans la mise en œuvre de l'accord afin de faciliter les exportations de céréales et d'engrais. Ici se referme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.